bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par la rugby. Et comme il a dit Iggy Pop, it's a perfect day and I want to spend it with you. Je suis là avec mes deux potes, mes super potes de ce pack. Alors on va démarrer avec le Racing Man, le Puck Man, le Orléans Man, le ACBB Man. C'est Théodore de Saint-Rémy. Théodore, on est où, mon cher Théo? On est pour une fois tous ensemble, réunis dans un studio que des amis nous font l'amitié de nous mettre à disposition. Et il fallait au moins ça pour démarrer cette Coupe du Monde. Ça fait 4 ans qu'on enregistre. On a fait une fois en studio. Depuis, tout était à distance et aujourd'hui, plaisir intense. On est tous les trois. On peut même se regarder dans les yeux quand on n'est pas d'accord. Donc, grand bonheur d'être là avec vous deux, les gars. Et dans des super t-shirts Pack de Potes que tu nous as fait, c'est génial, merci. Et après, bon, c'est notre dread, ces dreads sont aussi dorés que le couple Webb Ellis lui-même. C'est mon cher Charlie Bayer. On a fait quoi hier soir, mon cher Charlie? Déjà, on voit l'impact du fait qu'on puisse se voir parce que la réflexion sur la couleur de mes cheveux, j'avais jamais eu. Donc on sent qu'on est ensemble. Ouais, j'ai profité de ta venue pour ce week-end. Hier, hier, j'ai conclu grâce à toi un super week-end rugby parce qu'en vrai, vendredi commençait comme chacun sait. Je pense qu'on va y revenir éventuellement, tu vois, de oui. Vendredi soir. Le samedi, merveilleux. La Coupe du Monde prend son envol à Paris. Je me balade dans les allées et je tombe sur un pub et je regarde Australie-Géorgie. Ça commence doucement, les gens commentent. Et puis je suis allé à la sortie dédicace, figure-toi, d'un livre de nos amis de la Boucherie Ovalie qui, pour cette Coupe du Monde, ont sorti un bouquin sur, disent-ils, la petite, la grande et parfois très moyenne histoire du 15 de France. Donc voilà, ça, le titre est donné et j'ai vu notre ami de Oval Masqué avec lequel on a un peu échangé et peut-être qu'on le reverra sur ce podcast. Et pour conclure ce week-end-là, on a eu la chance tous les deux d'aller place de la Concorde pour tester ce Rugby Village du World Cup et c'était très cool de partager un match avec toi. C'était super cool au Rugby Village. Je vous encourage tout le monde à Paris d'aller le faire parce qu'il y a plein de petits trucs à faire. Il y a aussi nos copains de Recycling Rugby, vous pouvez aller voir, qui font des sacs et des petites choses pour des portefeuilles pour le Serge Betsen Academy aussi. Donc vraiment super cool. D'ailleurs, Serge Betsen va être le 11 octobre. Il va être à La Bolle. Donc si vous êtes de Nantes, Saint-Nazaire et tout ça, Saint-Nazaire, vous pouvez aller le voir. C'est tous les bénéfices de cette soirée va pour son association Serge Betsen Academy qu'on adore. Normalement, je voulais faire une petite minute américaine parce que le NFL a quand même démarré, mais je vais vite. Mon cher Théo, je suis désolé, mais tes Cincinnati Bengals, ils ont perdu. Et en fait, je me suis rendu compte, Charlie, que tu n'as pas d'équipe. Bon, je te donne les Vikings avec ton couple. En fait, je te donne les Vikings, mais eux aussi, ils ont perdu. Donc voilà, la minute américaine est finie. On va passer quand même aux Coupes du Monde. Mais avant ça, Théo, la semaine dernière, tu nous avais une histoire qu'on a fait en off, qu'on n'a pas pu mettre dans l'émission. Et je voulais vraiment que tu nous partages cette histoire aujourd'hui. Oui, vous savez, la semaine dernière, j'étais à la Rugby Heritage Cup, ce tournoi mondial de rugby scolaire qui s'est tenu dans le centre de la France. Et c'était une aventure parfaitement exceptionnelle. J'ai d'ailleurs eu pas mal de retours depuis le petit résumé que j'avais fait de mon passage là-bas. Et franchement, j'ai été hyper marqué par l'événement lui-même qui réunissait, je le redis, 500 enfants venus des 4 coins du monde pour faire ensemble un tournoi de rugby scolaire, mais aussi un tournoi de cuisine et de communication visuelle sur les valeurs du rugby. Donc un projet fou, et tellement fou qu'il avait été adoubé notamment par des stars du rugby, et en particulier François Pinard. Personne n'a besoin de revenir sur l'identification de François Pinard, l'homme à qui Nelson Mandela a remis la Coupe du Monde 95, et son histoire folle, puisque ses 2 fils ont eu comme parrain Nelson Mandela, ce qui est quand même une histoire qui en fait une icône absolue. Au-delà de l'émotion et de la force et le charisme qui s'est imposé à moi quand je l'ai rencontré, on a quand même parlé rugby 5 minutes à la fin de notre rencontre, et il m'a dit pour être champion du monde, il faut 5 choses. Je lui ai dit ah bon, vas-y, dis-moi lesquelles. J'ai sorti un petit carnet, j'ai crié, j'ai gratté tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit le premier truc, c'est un mental de gagnant. Et tu regarderas toutes les équipes, à part l'Afrique du Sud en 2019, qui avait un contexte particulier, toutes les équipes qui ont été championnes du monde sont majoritairement constituées de joueurs qui sortaient de périodes où ils ont énormément gagné en province, en pays, en club. Et il dit, c'est principalement de ça qu'est fait la base de tout, un mental de gagnant. Ensuite, il dit 2, 8, 9, 10, 15 world class players.
Pourquoi ? Parce qu'il touche plus le ballon que les autres. J'y avais jamais pensé, mais c'est vrai. C'est toujours le talonneur qui lance, le 9 et le 10 qui font jouer, le 15 qui est sur les ballons hauts. Et il dit, si tu as un trou dans la raquette sur ces postes-là, tu peux pas être champion du monde. Ensuite, c'est un peu banal, mais ça vient en plus d'un Sud-Africain. Il faut un gros pack, no scrum, no win. Les Anglais le disent toujours et lui le dit manifestement, c'est essentiel. Ensuite, 4e point très important, la qualité des leaders. Et il me dit des leaders dans l'équipe et autour de l'équipe. Donc, il faut des gens qui sont capables de resserrer les troupes quand ça tombe, des gens des coachs qui sont capables de passer une soufflante à la mi-temps qui a de l'impact et que les joueurs ne soient pas en train de regarder leur godasse. C'est le 4e et le 5e, il m'a dit, un peu de chance. Voilà. Donc, j'ai adoré cet entretien avec lui. Je pense qu'on pourrait regarder tous les matchs et faire peut-être même des théories sur tous les champions du monde en disant est-ce qu'ils avaient vraiment toutes ces qualités-là ? J'ai regardé un peu, je crois que c'est assez vrai. Puis, j'ai passé notre équipe de France au tamis de ce truc-là. Et je me dis qu'ils me paraissent pas trop mal placés quand même, si on prend ces critères assez sympas. Donc, François Pinard, on verra si tu avais raison. Bah, super. Le test Pinard. C'est une bonne idée. C'est le Pinard test. Ouais, voilà. Oui, le Pinard test, c'est une super bonne idée. Mais une chose qui est intéressante, je pense que ce côté de leadership dans notre équipe de France aujourd'hui, par rapport à 2019, où en fait, on ne savait pas qui était le leader, en fait, quelque part. On avait Guillaume Guirado qui était là. Mais en fait, derrière lui, on avait qui ? Et aujourd'hui, on peut dire, quand on a dit, en fait, c'est Dupont qui va être le capitaine, je ne suis pas sûr pour vous, mais je me souviens de dire, en fait, il y a tellement d'autres personnes qui peuvent prendre ce poids-là. Pourquoi le donner à ce pauvre jeune, entre guillemets, mais en fait, il le mérite bien, il le prend bien son rôle, mais en fait, on a 4 autres personnes qui peuvent être un capitaine derrière lui. Bien sûr, et Guillaume Guirado que tu cites, qui était un remarquable joueur, typiquement, c'est un joueur qui avait beaucoup perdu en équipe nationale, en dépit de prestations individuelles et personnelles de grande qualité, parce que c'était un sacré joueur. Mais on l'avait dit, c'est un peu un capitaine de la loose. Ils avaient perdu énormément de matchs et avec Montpellier, ils n'avaient pas encore été champions quand il y était. Avant, il était à Perpignan, c'est pareil. Donc, c'était un battant, c'était un grand joueur, mais il ne s'était pas construit un mental de gagnant. Et ça, je pense que c'est déterminant par rapport au Pinard test. Ouais, et aussi par rapport à les victoires dans les U20. Par rapport aux victoires des U20 et aussi La Rochelle dans le European Champions Cup. La Rochelle, Toulouse, les victoires des U20, comme tu dis, maintenant la plupart des joueurs qui sont dans notre équipe de France aujourd'hui ont été champions du monde U20, on le sait, contre les Blacks, contre des Sudaf, contre des Anglais. Cette génération-là n'a plus peur. Mais il y a aussi, je pense qu'il y a quelque chose que Pinard n'a pas pu voir de son point de vue de Sud-Africain, mais pour être champion du monde, je pense au Pinard test, il faudrait rajouter avoir un Sudaf dans son équipe. Je pense que c'est un des critères. Tout simplement parce qu'il y a toujours un Sudaf dans une équipe. Allez, une chose qu'on espère, c'est qu'on a le 5e élément, on a la chance qui est avec nous, surtout on a le public qui est derrière nous. Moi, je lis beaucoup de presse internationaux et tout le monde dit « Waouh, le public français, c'est vraiment derrière leur équipe. » Ça vaut minimum 5 points, apparemment. Les analystes disent ça vaut 5 points. Je pense que c'est 5 points de plus que vous, nos chers écouteurs, le public donne à notre équipe, à nous. Je pense que ça va être très utile un de ces jours très bientôt. C'est étonnant qu'il n'ait pas parlé de ça d'ailleurs dans le Pinard test. Sur la chance, alors la chance elle peut tourner peut-être même à la fin pour l'instant et on va un peu en reparler, on joue un peu de malchance notamment sur les blessures quand même, mais l'histoire n'est pas terminée. Exactement, je ne sais pas pour vous les gars, mais je suis à fond, je suis prêt pour parler de ce Rugby Coupe du Monde. On y va ? Je pense qu'on peut y aller. C'est parti. Pack de potes, terrain 10. Allez, c'est France-Nouvelle-Zélande, c'est vendredi soir, c'est l'ouverture de ce magnifique Coupe du Monde. Le cérémonie d'ouverture, c'est un peu critiqué, le président Macron a un peu sifflé quand même, je suis surpris. Personnellement, du calme tout le monde, on est là pour du beau rugby et on va avoir ce beau rugby-là dans notre 10e, seulement notre 10e Coupe du Monde. Après la Marseillaise, on va dire un peu différente, les Blacks arrivent avec une sorte de pagaille pour faire leur haka à eux dans un stade assez respectueux, au moins au début. Et là, le match, il va démarrer, mais non, petit coup de pub avant. Et mon Dieu, essayons 2 minutes par les Blacks. Grosse percée au milieu par Ioné le 13, suivi par le coup de pied pour le 11 qui va nous poser problème toute la soirée. Telia. Essai, mais coupe de pied raté 5-0. Marchand fait l'effort pour nous remettre dans le match avec un grattage. Pénalité pour Ramos 5-3. Ramos assure le high ball contre Will Jordan. Ramos a un petit joli coup de pied. Pour ce moment, c'est son jour.
Il fait 40 degrés sur le terrain, c'est pas de bail, il n'y a pas de clim, donc le joueur transpire beaucoup et le ballon glisse. Marchand sort sous blessure à 12 minutes, c'est Movaka qui va entrer. Ballon aux Blacks qui essaie de nous faire subir leur puissance, mais petit à petit, notre défense prend un peu le dessous. Movaka court sur le côté gauche, coup de pied à suivre pour le talonneur qui est bloqué. Arbitre, il va tout droit, Telea, il nous fait peur. On gagne un mêlée, merci beaucoup Antonio. Ça va un peu mieux pour nous. Ramos continue à assurer dans les airs, sauf il est surpris par un coup de pied, on avance sur notre 22, ballon à eux. Beauden Barrett, il perce, Scott Barrett est sur notre 5 mètres et Savia, je pense, il fait un flying déblayage et personne ne le voit. Bon, on résiste quand même à les All Blacks qui va prendre que les 3 points et pas la peine de touche. Peut-être ils ont un peu peur de nous. 8 pour eux, 6 pour nous. Jacob Pepper nous donne un pénalité et Ramos va la passer à 50 mètres. 9 à 8 pour nous à 27 minutes. Après, plein de choses qui se passent. Grosse séquence pour Barrett. Aldrit perd son casque. Telea approche de notre 5 mètres. Dupont dans un course à pied pour le ballon libre. Tout ça en 2 minutes. Les Blacks sont à nouveau sur l'attaque, mais Aldrit plaque et y gratte. Pono court partout, mais pas dans la bonne direction. Heureusement, on a aussi les coups de pied énormes de Ramos et Dupont pour nous sortir des situations difficiles. Opportunité pour les Blacks chez nous avant le mi-temps, mais notre défense tient à un fil. Et on sort de ce mi-temps en tête 9 à 8. Et moi, j'ai le corps qui bat très fort. Alors, une fois n'est pas coutume, moi je tiens quand même à dire que j'avais dit que la France allait gagner. Et la France a gagné, j'y croyais à fond, j'aurais dû parier. Mais bon Dieu, c'est ce que j'ai fait. Et non, mais moi, même comme tu dis, ce début de match était un peu refroidissant, on va dire. On va dire qu'il faisait très chaud. Les All Blacks ont mis la clim dans le stade assez rapidement. Et même après cet essai rapide, j'ai pas eu peur en fait. Il y avait une sorte de confiance, je pense, c'est ce dont on avait parlé déjà depuis très longtemps avant, mais ce mental de gagnant en fait qu'a obtenu cette équipe de Galtier, je l'ai vu clairement là. C'est-à-dire que tu vois, même aux attitudes, il n'y a pas eu de main sur le front, il n'y a pas eu de... C'était ok, 5 points. On continue, on repart, il n'y a pas de souci. Et c'était quand même, faut le dire, une mi-temps. Je ne pense pas qu'ils étaient pris par l'enjeu réellement, mais il y avait quelque chose, il y avait une tension qui mettait du temps à se décanter, on va dire. Ouais, voilà, il y avait quand même quelque chose, il y avait une retenue, on va dire. Dû au stress, dû au, je sais pas, à l'événement, dû à la cérémonie d'ouverture, je ne sais pas. Mais il y avait un stress en tout cas. Et pour moi, c'est le moment où. Et pour moi, c'est vers la 27, un peu avant la demi-heure de jeu, où il y a au centre du terrain une mêlée gagnée et le stade qui hurle de cette mêlée gagnée, comme si le stade retrouvait aussi sa voix. L'équipe trouve aussi son allant, son sens. Il y a une petite période de 10 minutes où comme tu disais tout à l'heure, le pied de Ramos fait effet, Aldrit met des tubes, gratte, enlève son casque. Ça finit d'ailleurs par un grattage de lui. Il y a un ballon porté aussi, où on voit en fait que ce qu'on sait faire, on sait encore le faire. Il y a aucun souci. On s'est pris un essai dès le début, mais vous inquiétez pas, ça va dérouler. Et on arrive vraiment au vestiaire en tête et en se disant ok, ça on a mis du temps, pardon, mais on n'a pas paniqué et tout va bien, tout va se passer exactement comme ça devait se passer. On est encore cette équipe de gagnants, on sait encore jouer, les blessures ne nous inquiètent pas tant que ça parce que les remplaçants sont bons, rassurez-vous, revenez à la deuxième, ça va être encore mieux quoi. Ouais, tu dis ils n'étaient pas pris par l'enjeu. Là-dessus, je suis pas d'accord. Pour moi, ils ont été totalement tétanisés les 5 premières minutes. Et honnêtement, on le serait à moins, comme on dit. Ça fait 3 ans qu'ils savent qu'ils vont jouer les Blacks en match d'ouverture de la Coupe du Monde chez eux devant 80 000 personnes. Et jouer là-dessus la première place du groupe qui dira qu'ils joueront contre le deuxième, qui est soit l'Afrique du Sud, soit l'Irlande en face. Donc, excuse-moi, l'enjeu, il est énorme. Et effectivement, sur ce coup d'envoi, les mecs sont pas trop là. Yohanné qui perce au milieu du terrain, ça nous est pas arrivé de nous faire percer comme ça sur l'action inaugurale d'un match depuis 2 ans. 2 ans et demi. Donc c'est hallucinant. En revanche, très vite, effectivement, ils se remettent en mode action, pas d'affolement. On commence pas effectivement à se dire mais est-ce que on rêvait depuis 3 ans, on avait déjà battu les Blacks, on leur a mis 40 points dans ce stade. Tout ça, c'était pas vrai. En fait, notre destin va nous rattraper. On joue une équipe du Sud, on va s'en prendre 30 comme d'habitude en disant merde. Non. On se calme, on redescend. On est dans notre plan. C'est vraiment ça qu'on a senti.
en dépit d'une très mauvaise nouvelle qui est quand même la blessure de Julien Marchand après 12 minutes de jeu, ce qui est quand même une énorme tuile, parce qu'on disait tout à l'heure, World Class Player 2, 8, 9, 10, 15, là on a déjà le 2 et le 10 qui sont sur le flanc quand même, plus le pilier gauche, etc. Donc ça fait quand même un petit peu beaucoup, mais on l'avait vu, et d'ailleurs il avait marqué un doublé contre les Blacks il y a 1 an et demi. Movaca, il fait une rentrée d'enfer. Peur de rien, extraordinaire. Il a remis toute l'équipe en confiance. Les mecs se sont dit, non mais c'est bon en fait, il y a Piatto qui est là, ça va le faire quand même. Voilà. Donc moi je pense qu'on est chanceux de tourner à 9-8, parce que sur une mi-temps comme ça, on n'a pas dominé de la tête et des épaules. On a la botte de Thomas Ramos qui est juste exceptionnelle, qui nous maintient la tête hors de l'eau. Et c'est vrai que à la mi-temps, a priori, ils se sont pris quand même une vraie soufflante par Galtier qui leur a dit, les gars, c'est pas ça qu'on est venu faire, quoi. On n'est pas là pour se rattraper et se tirer les bouts de ficelle pour tourner à 9-8. On a un autre plan. Et c'est ce qui se passe un peu en deuxième mi-temps. Je suis content que vous deux, vous étiez assez sûrs de vous. Moi, ce n'était pas forcément le cas. Allez, deuxième mi-temps, il y avait Wardy qui commençait avec un joli percé. Moi, j'aime bien quand c'est les piliers qui galopent. On avance petit à petit, mais c'est les All Blacks qui vont marquer l'essai avant nous. Il y avait un en avant, je pense, assez facile, on va dire, de voir, mais bizarrement, ce n'était pas appelé. Bon, ok. Jamais du replay, en fait, dans ce match. Je trouvais ça assez bizarre. Je trouve que les 6 nations, on voit un peu plus de replay. Même les commentateurs pensent que l'arbitrage était un peu bizarre de ce moment-là. Allez, c'est 13-9 pour eux. Mais note, en ce moment-là, ils sont, on va dire, un peu troublés, parce que moi aussi, j'étais beaucoup dans l'émotion. On a vu un gros percé de Timo Flamand, qu'on aime beaucoup. On y va côté droite, en avant volontaire, je trouve, ou peut-être de Telia. 5 minutes plus tard, c'est Damien Penaud sur le côté, mais joli plaquage d'un All Black. Je voulais presque dire que Jalibert n'a pas beaucoup fait dans ce match, et voilà, il esquive tout le monde et passe pour Penaud dans le coin. Il mérite bien des bisous. Ramos encore trop fort en pied, 16-13. Will Jordan va faucher le Ramos dans l'air et fait bosser les mecs dans la vidéo. Carton jaune mérité. Encore des fautes pour les Blacks, ça fait beaucoup quand même. Ça serait bien si on marque. 62 minutes, Ed Sheeran est rentré pour Aaron Smith avec ses cheveux rouges. C'est brouillon partout, mais plutôt dans notre faveur. Encore des fautes des Blacks, Ramos ajoute 3 points. 19-13, mais on n'est pas à l'abri d'un essai transformé. Le 11 All Black encore dangereux sur le côté, mais bien défendu par Penaud et Vincent qui chopent le ballon. Will Jordan fait encore une autre erreur et Ramos fait le nécessaire, 22-13. On va gagner ce truc, les gars. Truc de fou, Movaca fait un coup de pied à suivre, malheureusement laissé entre Ramos et Penaud est refusé. C'est plutôt Jaminet qui va la marquer quelques minutes plus tard avec un autre grattage de Vincent. 27-13. C'était un match de dingue, mais vraiment une victoire méritée. Ouais, on a vu aussi les Blacks vraiment baisser le pied. Je pense que tourner derrière au score aussi leur a fait mal. Et ils ont été extrêmement sanctionnés en deuxième mi-temps. Ils avaient été dominés en mêlée fermée en première mi-temps et ils l'ont été encore plus en deuxième. Les Français ont été très bons devant sur les mêlées, mais aussi sur les mauls, en conquête en général. Et ils ont progressivement repris le centre du terrain, ce qu'ils n'avaient pas fait en première mi-temps. Ils subissaient un peu, ils se défendaient, ils y arrivaient. Et en deuxième mi-temps, ils ont mis la main sur le ballon, ils ont beaucoup plus maîtrisé ce qu'ils faisaient. Et à contrario, on a des Blacks totalement inhabituels dans leurs statistiques, notamment de fautes. Beaucoup trop de fautes, beaucoup trop sanctionnés. Je crois qu'ils finissent à 10 ou 12 pénalités, ce qui est pas dans les standards internationaux et surtout pas dans les standards des Blacks qui étaient d'habitude des joueurs qui techniquement étaient les plus propres du plateau mondial et c'est pour ça qu'ils étaient les meilleurs. Donc quand ils commencent à faire autant de fautes qu'une équipe lambda, ils perdent en fait, tout simplement. La faute de Will Jordan, carton jaune, elle est grossière. C'est des fautes que les joueurs de classe mondiale ne doivent pas faire. Soit tu montes, tu vas au ballon, tu disputes, ça peut tomber. Soit quand tu es au sol, tu vas pas toucher le joueur. C'est quand même une faute absolument grossière. Tout à la fin du match, il y a aussi une passe d'un All Black qui va directement en touche. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette scène. On ne voit jamais ça chez les Blacks. Les Blacks, c'est l'équipe qui a construit sa domination du rugby mondial en étant meilleure, plus rapide, plus précise et plus forte que les autres dans les 15 derniers mètres. Ils ne font jamais ces erreurs-là. Donc, je crois qu'ils se sont fait un peu étrier par la presse néo-zélandaise d'ailleurs. Mais ils sont tombés là, je pense, tout simplement sur plus fort qu'eux. Et ça les renvoie quand même à des cauchemars et à des difficultés pour se projeter comme l'équipe qui domine et qui peut se permettre de faire, et on y reviendra après, un haka pour exprimer sa domination avant. Je trouve que le haka, il est décalé quand tu perds après, quand tu te mets à perdre plusieurs fois, ça commence à devenir un truc un peu... On a envie de leur dire, les gars, jouez d'abord au rugby, pour le haka, on verra après, les gars.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a un côté un peu. J'aime bien cette comparaison. Je crois que je l'avais déjà sorti, mais tu vois, dans Batman versus Superman, tu vois, quand Batman dit à Superman, "Can you bleed?" Tu vois, et quelquefois comme ça, on se rend compte que les Néo-Zélandais peuvent saigner. Il y a un truc où perdre 2 matchs d'affilée, ils le font pas souvent. Perdre un match de poule en Coupe du Monde, ils le font jamais. Enfin, jusqu'à vendredi dernier, ils le faisaient jamais. Donc oui, il y a un côté un peu, ils redeviennent humains, quoi, ils redeviennent accessibles et tout. Et comme tu dis, sur les petites, sur les fautes, en fait, d'ailleurs pas les petites, mais sur les fautes qu'ils ont faites, on a vu que s'ils ne deviennent pas du jour au lendemain une mauvaise équipe, ils deviennent une équipe moins qui marche sur l'eau, à laquelle elle nous a habitués, quoi, un peu moins déifiée que ce à quoi elle nous a habitués. Comme on est ensemble, je vois que Théo veut parler. J'ai oublié de dire un truc, Thierry. C'est important ce que tu dis sur l'en avant. Le deuxième essai de Téléa, qui est un joueur que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, ce joueur a du feu dans les jambes. Il est exceptionnel. Il nous a fait très mal, il nous a fait peur plusieurs fois pendant le match. C'est de loin celui qui a été le meilleur chez les Blacks. Et après avoir un peu sauté sur mon siège quand il l'a accordé, je t'accorde et je fais une parenthèse que j'ai trouvé la réalisation de TF1 catastrophique. On a attendu la 30e pour revoir la percée d'Ioane qui amène le premier essai, ce qui est quand même inadmissible, très honnêtement. Il faudrait qu'ils aillent prendre des cours de cadrage et de montage chez Canal et chez France Télévisions, qui pourtant parfois fait aussi des conneries, mais manifestement ils connaissent mieux le rugby qu'eux. Et cet essai, il y est. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, quand tu fais une passe et que tu avances avec de la vitesse, tu trimbales de l'inertie avec toi, et ton ballon, parce que tu le lances, il a aussi l'inertie avec lui qui le fait aller vers l'avant. C'est pour ça que les arbitres regardent que la passe est au départ vers l'arrière et qu'elle est orientée vers un joueur qui est effectivement derrière le porteur. En revanche, elle peut arriver avant, parce que la course du porteur donne son inertie au ballon dans la passe aussi, et c'est pas en avant. Donc c'est un peu pénible à voir et c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est vraiment vrai. Oui, Théo, là j'ai besoin d'un whiteboard et mon cours de physique au moins au lycée. Vas-y, Charlie. Ouais, non, moi c'était du coup petite parenthèse audiovisuelle. La réalisation a été décriée. C'est la réalisation non pas de TF1 mais de World Rugby. Et le manque de ralenti en fait est dû. Pardon TF1, si tu nous regardes, l'ami. Et paraît-il, le manque de ralenti en fait est dû au fait qu'ils veulent pas, surtout des situations litigieuses, ils évitent les ralentis en fait pour les stades. Bon, voilà, c'est ce qui est officiellement dit de la part de World Rugby, qui est le réalisateur officiel. Je veux juste finir ma petite idée sur cette deuxième mi-temps. Donc j'avais parlé en effet de cette disparition peut-être de la superbe des All Blacks. Mais par rapport à l'équipe de France, moi il y a aussi ce truc que j'avais déjà ressenti contre l'Australie, où tu as ce moment où il y a une première partie où peut-être là le stress en effet de l'événement, mais où ils sont un peu comme un boxeur qui teste son adversaire. Et dans les combats de boxe, on voit rarement des actions brillantes lors du premier round. Il y a des tours de chauffe, ils se tournent autour. Et une fois qu'ils savent quoi faire et comment agir, là, ça part un peu en violence, belle à voir, on va dire. Et là, j'ai l'impression que c'était le cas dans cette équipe de France, avec l'Australie déjà, et là, avec la Nouvelle-Zélande, que vers l'heure de jeu, il y a un truc où, ok, c'est bon, on sait, on y va, et on envoie du jeu et on envoie ce qu'on sait faire. C'est très intéressant que tu dis ça, parce qu'en fait, leur match, dans ce match-là, c'était un peu l'opposé de normal, où c'est plutôt nous qui marquons d'abord. Et en fait, on a vraiment des difficultés dans les 20 dernières minutes. C'est là où on prend le plus de points. Et ce match-là, c'était complètement l'opposé. C'est eux qui ont marqué d'abord. Mais par contre, nous, à la fin, on a pu mettre vraiment la main sur le match. Mais je te rejoins dans le sens que, tiens, on a encaissé quelques coups. Mais après, on a dit, tiens, on peut faire face à cette équipe. Théo, j'apprécie ton commentaire par rapport le en avant, là, qui était vraiment, pour moi, c'était flagrant, mais en fait, donc, je suis monté dans les tours, on va dire. Et je pense que c'était un premier match aussi pour les arbitres, parce que j'ai vu plusieurs fois des petits trucs. Il y avait une fois où Jalibert a fait un coup de pied du 22 et l'autre qui dit non, c'est sorti direct, mais il était dans son 22. En fait, il y avait beaucoup de petites choses comme ça. Je pense que peut-être le prochain match ou la semaine prochaine, on va voir peut-être un peu de meilleur arbitrage un peu partout. J'espère, on a vu, on va y revenir aussi, mais un arbitrage un peu polémique quand même de Pays de Galles, Fidji, donc je pense qu'on n'a pas fini de le voir. L'arbitrage, ça reste difficile, le rugby, il y a beaucoup de règles, donc il est facile de se tromper, il faut être tolérant avec les arbitres. De temps en temps, c'est un peu lourdingue. Allez, on a beaucoup de rugby encore, les gars. Est-ce que vous avez d'autres choses sur ce match ? Oui, moi, vous savez que je ne suis pas un grand fan du haka. J'aimais le haka. J'aime bien le haka des filles parce que je le trouve plus
retenu, plus mesuré. Je n'aime pas ce qui est devenu le haka, c'est-à-dire un produit marketing qui se dépasse lui-même et qui se cannibalise un petit peu. J'aime pas cette notion de transe qu'ils mettent maintenant dans le haka, dans un sport où, on le sait, la santé des joueurs est en question et où on demande justement à tous les joueurs d'être en pleine maîtrise d'eux-mêmes. Donc je trouve que ce truc est décalé. Et alors l'autre, maintenant, qui est arrivé avec sa pagaie, qui est en une espèce de lance, c'est quoi le coup d'après ? Ils viennent avec un croc-de-boucher, une tronçonneuse, une calache. Non mais c'est ridicule en fait. Je trouve que ça va beaucoup trop loin. Et je trouve que quand on regarde des haka d'il y a 10, 15, 20 ans, oui, c'était équilibré, c'était intéressant. Maintenant, c'est devenu n'importe quoi. Et quand en plus les Blacks perdent après, c'est un peu ridicule. Ouais, après, il y avait le haka. Bon, moi, en vrai, je trouve ça mignon, quoi. On sent qu'il y a plus une marque de respect. On a préféré avec Ticket le Fidjien, le haka Fidjien, sur lequel on va revenir et tout. Mais pour moi, c'était pas le pire qu'il y a eu dans cet avant-match, hein, si vous voulez mon humble avis, parce qu'il faut quand même qu'on parle de cette... C'était vraiment, j'étais perdu moi dans ce truc. C'était Super Dupont, il était déguisé en Super Dupont, Jeannot. Je sais pas si tu connais, c'est un personnage de fiction un peu qui se moque un peu des clichés en fait français. Et là, cliché, il y en avait en veux-tu, en voilà. C'était, paraît-il, de ceux qui étaient dans le stade, pas fait pour un truc de stade. Dans la façon dont c'était aménagé. Hein. C'était pas non plus trop fait pour la télé, semble-t-il, parce qu'on savait pas où on était. Ça commence avec Jean Dujardin qui mime une passe avec une baguette. Ok, croissant, fromage, baguette, français. Le plan d'après, t'as des mecs qui sentent un parfum français, bien sûr. Il y a d'autres moyens, je pense, je pense que ces mêmes valeurs un peu rétro et machin peuvent très bien passer différemment. Je veux dire, pour montrer ce que c'est que le parfum, les fluves, il peut y avoir des danseurs qui expriment très bien une opinion. Et le seul moment où ça a été bien, cette cérémonie, c'est quand ils chantent la Peña Bayona, en fait, et le stade peut chanter avec eux. Et c'est ça le rugby en France. Et après, ils font un paquito, ça démarre. Il manquerait plus que les Français montrent que c'est des contestataires jusqu'au bout et qu'ils fassent des huées pour X raisons plus tard. Et on avait un peu tout ce qu'était la France, quoi, avec un paquito, des huées et le Peña Bayona. Pour moi, c'était plus là-dedans. Et je trouvais que cette cérémonie ne s'adressait pas, je sais pas à qui elle s'adressait, mais je trouvais ça, pour moi, c'était un égo trip de Jean Dujardin et c'était un peu naze. Je trouve que la curée de la presse, des médias depuis, pour se foutre de la gueule de ce truc-là, et de foutre tout ça au 36e dessous, alors oui, c'était un petit peu lourdingue sur les clichés, mais est-ce qu'on a le droit, comme quand on fait les choristes, Monsieur Batignolles, Gérard Jugnot dans les années 40 ou 50 avec sa petite bagnole, son petit béret, est-ce qu'on a le droit de dire « ouais, c'est sympa aussi, c'est des trucs qu'on aime bien, c'est des images d'Épinal qui parlent à beaucoup de gens », y compris à l'étranger, sans se faire traiter de, je sais pas quoi, de fan du passé. Alors, Jean Dujardin, c'est un Versaillais, puisque son frère en particulier jouait au rugby club de Versailles. Donc, je pense que c'est des passionnés authentiques. Il a fait son truc, c'est semi-raté. Je sais que tu n'aimes pas les Versaillais depuis la Commune de Paris. C'est ce que j'allais dire, le communeur en moi n'a pas trop apprécié. Mais maintenant, je trouve que c'est pas non plus la peine de les clouer au pilori et quitte à parler de crocs de boucher, d'aller pendre ce pauvre Jean Dujardin. Alors, petite parenthèse, pour moi, c'est pas parce que c'était passéiste que j'ai pas aimé, c'est parce que c'était mauvais. Mais... Peut-être. Ok, un point pour toi. Bon, nos chers écouteurs, si vous avez des conseils pour la prochaine, vous pouvez envoyer ça à notre cher Charlie. Hein, oui. Vous cherchez sur tous les réseaux sociaux. Je ferai une mise en scène que c'est super, tu vas voir, il va y avoir des trucs. Allez, on va passer à des autres matchs de la journée. Allez, Italie-Namibie. En fait, c'est un mot... c'est incroyable, j'arrive pas à le prononcer dans les deux langues. Bon, il y avait 7 essais par 7 Italiens différentes dans ce match. Bravo à Tommaso Alain avec ses 17 points au pied. Bon, pas grand-chose à dire sur ce match, 52-8. On passe alors à Irlande-Roumanie, 82-8 pour Irlande. Roumanie, ils ont quand même marqué le premier essai, mais c'est 12 essais par des Irish, 4 personnes avec des doublés. Ils ont au moins eu la gentillesse de laisser quand même marquer des avants. C'est très gentil de leur part. Allez, on passe à Australie-Géorgie, un match que moi, personnellement, je pensais allait être un peu différent. 18-3 au premier water break pour Australie, beaucoup plus physique que j'ai pensé côté Wallabies. La seule action d'attaque pour Géorgie était un peu un long coup de pied à suivre pour Yashvili. Vraiment pas de solution pour les Lelos.
pendant que les Wallabies prennent 3 points chaque opportunité ils ont. Je pense qu'ils ont appris ça chez nous. Le 9, Tate McDermott, avait plutôt un bon match avant d'être KO sur le terrain pendant une action plutôt prometteuse pour les Géorgiens. Il a reçu un genou de numéro 8 au visage. C'est quand même dangereux, le rugby. Nick White, avec son joli moustache, va rentrer pour finir le match. 21-3 au mi-temps. Le score final, ça va être 35-15. Et si je n'ai pas dit quand même, il faut dire que Coran-Bété, c'est un monstre. Mais c'est aussi le numéro 15, Donaldson, qui va faire un doublé, le star de match, parce qu'il a eu 27 points. Ouais, chez les Australiens, ce qui est à noter, effectivement, c'est leur arrière et les 2 ailiers, qui sont des flèches, des caisses en plus. Ils sont gaillards comme c'est pas possible. Donc, c'est vraiment des joueurs qui sont capables de faire, de retourner des matchs. Et le 14, il a quand même un nom qui est improbable. Il s'appelle Nawakanita Waze. Bravo. C'est quand même chiant à dire pour un commentateur. Ouais. Trop de syllabes pour moi. Polynésien japonais un C'est peu. ça. Ouais. C'est pour ça que j'aime Dupont. Mais juste sur ce match, c'était quand même un peu tristoun parce que on attend quand même, c'est une surprise pour personne, mais après ce week-end, le match de l'outsider, du underdog qui va nous faire quelque chose. Et là, on avait envie de mettre un petit billet sur la Géorgie quand même parce qu'ils sont sympathiques, ils sont proches de nous, on va dire. Et puis the king in the north, quoi. On préfère le nord au sud, on va dire. Mais voilà, il y avait quand même eu ce petit tournant. On y a cru quand même jusqu'à la moitié de la seconde mi-temps quand même, il me semble, où il y a ce 15 géorgien qui fait une percée, qui y va, qui a du monde derrière, et la vache, on y croit. Mais qui nous fait une cagade, qui oublie complètement. Alors moi, j'ai évidemment râlé sur lui, mais c'est un bon joueur au demeurant. Je pense que peut-être la fatigue physique de jouer à 14 contre 15 lui a enlevé 2-3 neurones à ce moment-là. Il a dû transpirer des neurones. Et du coup, il nous fait une cagade. Et malheureusement, derrière, le ballon repris par l'Australie qui finit à l'essai. On s'en relève pas d'un truc comme ça quand on essaye, quand on y est presque, quand on veut faire une remontada, et qu'au moment où on doit concrétiser un temps fort, ça se retourne contre nous. Double peine, c'était un peu dur, mais voilà, j'y ai cru avec les Géorgiens, et malheureusement, ce joueur a fait sa petite boulette. Voilà. Allez, tu as parlé de 14 contre 15, donc on va parler de Argentine contre l'Angleterre, où on attendait un gros match, mais on va plutôt recevoir des cartons et des coups de pied. À 10 minutes, il y a un carton pour chaque équipe, c'est 3-3, avant qu'on apprend, en fait, ça va être carton rouge finalement pour Tom Curry. On pense que le match va être déjà plié, mais pas exactement. C'est un match qui a un peu mal à s'ouvrir, des coups de pied très très hauts avec des plaquages très très forts et beaucoup en avant aussi, surtout par les Pumas. C'est Ford qui se montre très inspiré par un certain Johnny Wilkinson. Il va claquer un drop. Et puis, il va la faire encore un autre drop de 50 mètres. C'est alors pour ça qu'ils ont pris lui et pas Marcus Smith. 9-3. Les Argentins vont essayer de faire un drop aussi, mais non, c'est pas pour eux. C'est Ford, il va faire le troisième. Incroyable, 12-3 à la mi-temps. Le seul truc aussi impressionnant dans ce match, c'est les talents linguistiques de l'arbitre français, qui est au moins trilingue. Deuxième mi-temps, les Argentins vont remonter le pont un tout petit peu, mais encore trop de fautes. Les Anglais sont réalistes. 15-3 va devenir 24-3. Et finalement, les Argentins vont avoir une opportunité, mais ça ne marque pas pour Matera. Le match va finir 27-10. L'émotion des Argentins sans armes face à l'expérience des Anglais. Ouais, alors c'était quand même jusqu'à la 79e un match sans essai. Hein. C'était la première petite bulle déconfite un peu, parce qu'on attend quand même sur papier, même si on a suivi ces équipes-là avant, chacun s'est déconvenu, je ne vise personne, bonjour l'Angleterre, mais on attendait quand même quelque chose d'assez haut niveau, hein, à ce niveau-là, et un match sans essai au final. Grosse déception de la part des Argentins, enfin, en tout cas les Argentins ont été très 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 décevants. J'ai trouvé nos experts ingénieurs Matera et Kremer ont même pas fait jouer leurs armes de prédilection, un peu de rugosité. C'était triste au possible. J'ai forcé de constater que en fait moi j'ai trouvé les Anglais beaux, quoi, parce que voilà, on a fini par encourager les Anglais dans cette histoire. Ouais, c'est ça. Parce que je pense honnêtement, n'importe qui a joué au rugby, être dans cette configuration où tu joues à 15 contre 14 et les mecs petit à petit, step by step, te mettent quand même les 3 points et remontent et te mettent 20 points à 0 en étant un de moins, tu dois péter un câble. Et je pense que ce qui s'est passé, ils y ont perdu la tête en fait, les Argentins. Et pour en revenir à la petite couronne que je me dois quand même de donner aux Anglais,
Ça a été je pense qu'ils ont réellement pris, on dit prendre la saison match après match, ils ont vraiment pris minute après minute ce match, et au lieu de jouer grand bras ou de je ne sais pas quoi, ils ont vraiment rock après rock, avancé, gratté, aller chercher des fautes chez l'adversaire, et 3 points par 3 points, drop après drop, ils sont remontés comme ça, et je trouve ça assez fort. Notre ami Théo sait que les Racingman ont gagné une finale comme ça, d'ailleurs à 14 contre 15 assez tôt, et ils ont quand même réussi à être champions derrière. C'était en 2016. Et voilà, je trouve ça très fort en étant un de moins, en étant très pragmatique, remonter comme ça. Le match n'a pas été à la hauteur, on s'est un peu endormi devant, il faut l'avouer. Le match n'a pas été à la hauteur des attentes, mais les Anglais ont donné une leçon de pragmatisme rugbystique. On a un peu l'impression d'avoir vu un match d'il y a 20 ans. Ouais. C'est-à-dire que 0 essai, 0 créativité, tout ce qu'on voit aujourd'hui et qui permet de contourner les défenses, c'est-à-dire c'est pas de côté avec des passes qu'on fait franchement reculer pour retrouver une ligne qui a un cran derrière et qui va jouer sur les extérieurs, qu'on voit dans toutes les équipes. On n'a pas vu ça une fois dans ce match. Les Argentins ont été débiles. Mais débiles. Ils ont fait que de rentrer dans la terrine des Anglais sans réfléchir. Kremer et Matera les premiers, des débiles. Vraiment aucune capacité à se dire ok, on est un de plus, on a 1 heure à jouer, est-ce qu'on peut calm down 2 minutes et se dire comment est-ce qu'on va réussir à foutre les Anglais à la piole, sachant qu'on sait quand même que ces Anglais sont dans un état mental catastrophique, ils viennent de perdre contre les Fidjiens à Twickenham. Eh ben non, tu leur donnes tout pour qu'ils te renversent la situation à 14 contre 15, qui se regonflent, et à la fin, ça va être quoi, des champions du monde anglais dans 2 mois, parce que non, au secours. Donc moi, ce match m'a foutu en colère. Je voulais que les Argentins foutent la tête au fond du seau aux Anglais. Ils se la sont foutus à eux tout seuls comme des grands. Ils ont été mauvais comme des cochons. Et franchement, oui, George Ford, il nous a fait un truc à la Rob Andrew des années 90, quoi. Je te tape 3 drops, c'est génial. Ça m'a rappelé en 2007, c'était un Sud-Africain qui avait fait ce tour aux Anglais en quart de finale, je crois, de la Coupe du Monde, qui était au Stade de France. Et il avait mis 5 drops dans le match, Jamie De Beer, ce qui est rarissime à haut niveau, et même 3, c'est rare. Et là, peut-être que des équipes vont se dire, tiens, mais en fait, c'est vrai, les drops, ça fait 3 points aussi. On va peut-être y réfléchir un peu. Les mecs allaient bosser les drops entre 2 matchs. Mais franchement, c'était désolant de voir ces Argentins qui avaient une belle équipe, qui avaient tout à Marseille, dans le stade Vélodrome, devant les Anglais et tout, et qui passent à côté comme ça, quoi. C'est désespérant. Mais en fait, comme tu dis aussi, c'est on va dire la confiance anglaise qui commence à monter. Il y avait Marler qui arrêtait pas de chambrer. Le pauvre, je sais pas, qu'il est en U15, le pilier argentin, c'est incroyable. Il a l'air tout jeune. Il arrêtait pas de le chambrer et tout. Marler, c'est le roi en plus. Il avait bien joué à Chabit avec Alan Wynne-Jones. Ça avait failli lui coûter sa carrière. Mais incroyable. Bon, ils ont gagné le match et comme tu dis, à la fin du match, tu devrais dire que bravo Angleterre, quoi. Il y avait rien d'autre à dire. Ils ont quand même rien montré. 0 essai. Ok, des drops et des foufous en face. 0 essai. Tes colères m'avaient manqué, Théo. Allez, on passe à dimanche avec Japon contre Chili. C'est un match que j'ai pas pu voir. J'étais dans le train pour venir ici à Paris. Un match où vraiment j'ai envie de voir en replay parce qu'il y avait des pleins d'essais par des deuxièmes lignes, hein, les gars. Chili qui a vraiment été dans le match malgré les 2 cartons jaunes. Ils perdaient 28-12 avant vraiment les dernières 10 minutes où les Japonais ils ont pu vraiment mettre le match en sécurité. Mais tout le monde félicitait le Chili pour leurs premiers essais déjà dans la Coupe du Monde et toute l'énergie qu'ils ont donnée. Non, les Japonais ont fait un beau match sur les valeurs qu'on leur connaît, avec ce gars, je ne sais pas comment il va faire de Coupe du Monde, Lei, le 3e ligne, là, ça doit être sa 4e. Il a marqué même. Il a marqué. Bon, ils ont quand même quelques Néo-Zélandais, hein, il y a quelques blonds aux yeux bleus dans l'équipe, c'est toujours assez marrant de voir cette équipe, mais ils sont fidèles à leurs valeurs, c'est-à-dire beaucoup de rapidité, beaucoup de vélocité, ils arrivent à déplacer le ballon, à bouffer les espaces. Est-ce que ça va être leur année ? On verra. Mais en tout cas, c'était un match extrêmement plaisant, entre équipes équilibrées. Et c'est vrai que dans ces phases de Coupe du Monde, au démarrage, quand tu vois Irlande-Roumanie, 82-8, t'as envie de dire les mecs, arrêtez. Quand tu passes 40 grains, on dit les gars, allez, on va jouer aux cartes. Là, au moins, c'est équilibré. Donc entre les équipes qui se valent dans les queues de tableau, personne n'est ridicule en sortant. T'as un gagnant, t'as un perdant, tout le monde se tombe dans les bras, mais tu te dis pas qu'est-ce que je fous là, quoi.
Bah, tu parlais d'un match agréable à regarder. Bon, on va passer à Afrique du Sud contre l'Écosse. Si vous aimez bien voir des beaux bébés musclés, c'est très bien. Sinon, c'était peut-être le match pour vous. Moi, personnellement, pas fan des couleurs des Soudaf. On dirait des Dolphins de Miami dans les NFL. Il y a un arbitre que je connais pas. Un match quand même assez équilibré, on va dire, dans la première mi-temps. 6-0 pour Afrique du Sud à 30 minutes avant une super défense pour les Chardons. Mais les gagnés qui vont les offrir leurs premières 3 points. 46 minutes finalement, les Bocs vont marquer le premier essai du match. C'est Peter de Saint-Trois en version rouleau compresseur. 11-3. Beaucoup de pénalités et transformations ratées, par contre, au pied pour les Sudaf. Après, les Sudaf, ils profitent vite. Libok avec un no-look pass au pied, quand même pas mal pour le 14 RDC. Du coup, c'est 18-3 à 52 minutes. On attend la réponse des guerriers écossais, mais leur attaque n'est pas très inspirée aujourd'hui. Il faut attendre jusqu'à 63 minutes avant que les Écossais entrent dans le 22. Colassi, il est partout. C'est une espèce de pieuvre qui arrache les ballons. Heureusement, Kinghorn est là en défense pour les Écossais avec quelques actions de classe. Il y a Colby qui galope un peu et le nouveau 9 du Sudaf, le remplaçant Williamsey, qui lui aussi il est très rapide. Et finalement, c'est Finn Russell qui revient au secours à chaque fois. Bref, les Chardons se fanent devant la maîtrise des Bocs. Oui, c'est un match qui est triste pour les Écossais parce qu'en fait, il s'est passé exactement ce qui était annoncé par les Bocs et par les commentateurs qui avaient dit les Écossais ont une super équipe, ils vont souffrir et à la 60e, ça va craquer. Et en fait, on le savait avant, on l'a vu pendant et à la fin, c'était ça le bilan. C'est terrible. Ils ont été ultra dominés devant. Comme ils sont incroyablement valeureux, courageux et qu'ils ont quand même une très belle génération, ils ont tenu, parce qu'à la mi-temps, il n'y a rien, 6-3 ou 9-3, un truc comme ça. Donc tu te dis, sur un malentendu, ça peut le faire. Et puis le début de deuxième mi-temps, d'un seul coup, ça se met à dérouler. Les mastodontes, ils ont fait le job. Ils ont simplement roulé sur les Écossais. Et les Bocs sont quand même très inquiétants. Ils sont tenants du titre. Ils ont une équipe sans aucun point faible. Tu as dit le no-look pass du 10 qui était une merveille. Franchement, c'est l'action du week-end pour moi du point de vue de la classe technique, qui était absolument superbe. Ils ont des ailiers qui sont des fusées, des Allende au centre. Il pourrait jouer deuxième ligne, le mec, tellement il est gaillard. Ils sont quand même extrêmement inquiétants. J'ai adoré notre petit Finn Russell avec ses cuillères. C'est venu d'un autre âge, il n'y a que lui pour faire ça. Il a un physique de souris au milieu des éléphants. C'est improbable, mais je l'ai trouvé absolument génial. Et puis, on voit à quel point ils ont été dominés. Regardez Van der Merwe, l'ailier. Alors, il est sud-africain de naissance, mais il joue en équipe d'Écosse. Il a éclairé le tournoi Destination. J'ai même dit, ce sera peut-être même le meilleur joueur du monde de l'année, tellement il est bon. On ne l'a pas vu. Ils n'ont pas touché un ballon. Donc, la pauvre charnière des Écossais, sur le reculoir, terrible, absolument terrible. Il y a une autre chose en plus qui fait peur par rapport aux Sudaf, c'est que moi je les suis sur les réseaux sociaux, et en fait, ils ont une espèce de truc intouchable, leur amitié, leur camaraderie. Il y a un truc, quand tu les vois, des images d'eux ensemble, tu dis, il y a une vraie équipe là. Gagner une Coupe du Monde, je pense que ça rapproche un peu, quand même. Ouais, grave. Peut-être. J'ai cru, quand tu as commencé ta phrase par il y a un truc qui fait peur quand même, j'ai cru que tu allais nous parler de Etzebeth, mais. Ah oui, c'est vrai. C'est bon aussi comme truc, lui. Ouais, mais il s'est blessé dans ce match. Ou des maillots. Et puis quand il sort, t'as Sneeman qui rentre. Qui est pas mieux quand même. C'est le cauchemar. Ouais. Mostert, Sneeman, Etzebeth. Tu peux voyager. Il y a du bestiau, ouais. Ça soulève de la viande. Allez, on va passer au dernier match du week-end. C'est Pays de Galles contre Fidji. Et nous, on a eu le plaisir, mon cher Charlie, d'être au Rugby Village à Paris, à Concorde. Super moment, dis donc. Complètement allongé dans l'herbe avec toi, mon ami. C'était très bien. L'herbe artificielle, mais quand même, c'était sympa. Et dire que vous n'aviez pas encore vos t-shirts. C'est dommage. Je les aurai jeudi à la Concorde, pour ceux qui veulent me repérer. Ouais. Donc, si vous voyez un grand Dre 2 avec un Pacte Pote t-shirt, il faut aller dire coucou, Charlie. Au visage d'ange, rajoute aussi, ça fait bien sûr. Ça. Allez, ça démarre, comme tu avais dit, mon cher Charlie, un joli AK, mais les 3 premiers points sont pour les rouges et le premier essai aussi par Adams, 8-0. Les Fidji, ils sont bien quand même, la 13 le prouve. Il arrive lancé direct de Toulon et casse la défense pour marquer, 8-7. Après, il fait un petit passe pour Radradra qui fait un passe pour le 7, c'est 14-8 pour Fidji. Ils sont pas mal dans les mêlées non plus, les Flying Fijians, mais les pénalités commencent à tomber contre eux. Deuxième pénaltouche pour les Rouges, mais ils sont face à une superbe défense de Fidji. George North va passer quand même 18-14. À 34 minutes, les avants fidjiens go to work avec des pick and go sans arrêt.
mais l'essai n'est pas validé. Petit en avant dans long but. Les plaquages commencent à être un peu hauts sur les deux côtés. Fidji ont une opportunité à la fin de première mi-temps, mais les deux pénaltouches égalent à 0 points. C'est le mi-temps, 18-14 quand même pour les Gallois. Oui, alors la mi-temps, là, c'est normalement le moment où on commente un peu nos impressions de ce match et tout. Alors, pour tous ceux à qui on a conseillé d'aller dans ce formidable rugby village, n'y allez pas si vous aimez discuter à la mi-temps. Parce qu'il y a un DJ qui est sûrement bourré de qualité, on aime bien les DJ, mais alors c'est une horreur absolue. Et pour ne pas perdre nos cordes vocales, Tika et moi, on s'est juste regardé dans le blanc des yeux pendant 10 minutes, voilà. Avec les pubs de TF1 en arrière-fond, c'était très romantique. Ouais, il a quand même fait un set de 10 chansons pendant tous ces pubs, et on a pu danser un petit peu. Allez, deuxième mi-temps, Fidji toujours en pleine vitesse, ils s'amusent bien quand même s'ils sont derrière en score. Rhys Zamet avec une opportunité avant d'être complètement dégommé par un défenseur. Quand même, il va remarquer quelques minutes plus tard, 25-14. Jeu très très ouvert, tout le monde est fatigué et voilà, il y a Tuisova et Botia qui entrent. Pourquoi ils n'étaient pas titulaires? Beaucoup de fautes gallois. Moi, j'ai pensé à ce qu'il allait faire un essai de pénalité, l'arbitre, contre eux. Mais ensuite, c'est plutôt les Fidjiens qui vont prendre le carton jaune. Et c'est logique alors par les rouges, 33-14. À moins de 10 minutes, il y a Tuisova qui va remarquer 33-21. Allez, on a 5 minutes à jouer. Même Prince William serre sa cravate car Radradra fait un course de 50 mètres dans le couloir et essaie refusé encore pour des raisons bizarres. Il marque quand même l'essai, mais il reste qu'une seule minute dans ce match. Fidji a une magnifique opportunité pour finir ce match. C'est un essai assuré car la passe est pour Radradra qui est toute seule dans son aile. Sauf qu'en avant, le pauvre Pays de Galles va gagner 32-26. Ouais, c'est vraiment une fin de match dramatique, comme on les aime et comme on les déteste. C'est-à-dire que on est obligé de se mettre dans les pompes des Gallois qui ont failli être attrapés par la patrouille au dernier moment quand même, et ça aurait été la crise totale pour eux. Et on est dans une déception atroce pour ces Fidjiens qui ont fait un superbe match, qui ont eu le tort de se faire distancer à un moment parce qu'ils ont eu un trou d'air. Et ensuite, ils ont dû courir après le score. Et ils n'ont pas réussi à rattraper ce score après lequel ils couraient. On a parlé de l'arbitrage, tu en as dit un mot. C'est extrêmement étonnant que sur des fautes très répétées près de la ligne, il n'y ait pas eu de carton jaune pour les Gallois et qu'à la première faute fidjienne où un maul est écroulé, le numéro 7 qui passait par là, ok, il écroule le maul. Il peut prendre pénalité, il n'est pas obligé de prendre carton jaune, même si c'est anti-jeu. À ce moment-là, il fallait mettre aussi l'anti-jeu sur les hors-jeux à répétition près de la ligne pour les Gallois. Il faut choisir. L'arbitre, là, pour moi, il s'est trompé. Cette faute de main de Radradra, le mec qui n'a pas loupé un ballon depuis 3 ans sur une passe, quoi. C'est absolument monstrueux. Il va en faire des cauchemars toute sa vie. Alors, il y avait quand même des défenseurs qui revenaient. Bon, Radradra, quand il est lancé, ça fait quand même du dégât. Mais c'est pas une garantie absolue qu'il l'aurait marqué. Et en plus, ça les aurait fait revenir à 32-31. Elle était en coin. Il fallait encore la transformer. Donc, malgré tout, ils auraient peut-être pas gagné. Mais je pense que pour tous les fans de rugby qui s'étaient levés dans leur canapé, n'étant ni gallois ni fidjiens, mais qui étaient juste des amoureux du rugby, quand ils ont vu cette action et ce ballon tomber, ils se sont dit « mais c'est pas possible, putain, le dieu du rugby, Roupé, qu'est-ce qu'il fout? C'est pas possible !» C'est exactement ce qu'on s'est dit. On a beaucoup râlé. On s'est bien moqué aussi. Tu vois, je t'ai appris un peu l'art de vivre à la française parce qu'on a râlé. On a critiqué l'arbitre. Ton positivisme américain a été mis à rude épreuve. Mais oui, parce qu'on comprenait pas trop, et surtout que cet arbitre qui, tu l'as fait remarquer à mon ticket après dans le débrief d'une métro, c'est le mec qui dit OK, last warning. Yeah, mais combien de last warning avant de sortir un carton? Et son carton, il le sort pour le Fidji, quoi. Et surtout que il y a beaucoup des fautes signalées. Il y en avait 3 dans cette phase vers la fin dans les 5 mètres. Moi, j'en ai vu au moins 2 de plus. Donc lui en a signalé quand même 3 et continue à faire jouer. C'est un peu dur. Après, bon, c'est facile pour moi en tout cas d'être objectif. Voilà, c'est le rugby, c'est comme ça et tout. Mais bon, on a vraiment frémi pour ces Fidjiens. Pour moi, c'était le premier match, à part évidemment le match d'ouverture, mais c'était le premier match de cette Coupe du Monde où il y avait ce côté un peu. Ça doit exister en américain une expression pour dire se lever du fauteuil. Tu vois, c'était un sit from the chair match, je sais pas, jump from the chair match. Et voilà, donc on a beaucoup. Il y avait ces émotions Coupe du Monde quoi pendant ce match, mais il y avait cette erreur d'arbitrage. Il y avait aussi beaucoup, tu l'as dit quand tu as parlé de la rentrée de Botia et Tuisova, l'inexplication de pourquoi ils n'étaient pas sur la feuille de match du départ, vu surtout au vu de la rentrée qu'ils font, ouais, c'est-à-dire, et donc du coup un peu voilà.
tout ce que je retiendrai de bien de ce match, parce qu'il y a quand même un truc ultra positif, hein, c'est que l'hymne fidjien, c'est le seul qui passe au filtre des enfants de cœur là qui nous font des hymnes catastrophiques repris en canon. Je crois qu'ils vont arrêter. Hein, j'espère qu'ils vont arrêter. Leur truc. Mais ce qui est incroyable, c'est que sur l'hymne fidjien, ça marche parce qu'il y a un truc un peu chanté comme ça donc ça marche le canon. Mais je crois bien que c'est le seul hymne sur lequel ça marche et j'espère. D'ailleurs, Théo, tu n'es pas le seul à penser ça puisque même Brian O'Driscoll, BOD, a dit il est plus diplomate. Hein, il a dit les enfants c'est formidable, on les aime tous. C'était très bien pensé. Il fallait essayer de trouver quelque chose de neuf pour ces hymnes. Mais visiblement, ça n'a pas marché. Voilà. La bonne nouvelle pour Fidji quand même, c'est qu'il sort avec 2 points. Bonus offensif, bonus défensif, c'est vrai que c'est chouette. Est-ce que ça va leur suffire pour se qualifier? C'est quand même pas gagné. Maintenant, il faut qu'ils aillent taper les Australiens. On sait qu'ils ont toujours quand même beaucoup de mal contre les équipes de l'hémisphère sud qui leur marchent dessus depuis 70 ans. Donc mentalement, c'est compliqué pour eux. Mais je me dis avec des joueurs, Naya Salevou, là, qui s'appelle aussi... En fait, il s'appelait Waïséa avant. Non, en fait, c'est toujours appelé Naya Salevou, mais quand il était en top 14, comme il en avait marre qu'on écorche son prénom, il avait demandé à s'appeler Waïséa. Qui est le début de son nom. Mais quel joueur, mais quelle santé. C'est extraordinaire. On sent qu'il est passé dans un club qui lui a fait beaucoup de bien. Je pense avec le Stade français, ça va nous énerver. Je ne dirais rien. Hein. Oui, malheureusement pour Fidji quand même, ils sont sans leur numéro 10, Caleb Muntz. Donc, c'était une super semaine de rugby et on a encore une autre super semaine de rugby après. Donc là, je vais dire les matchs qui suivent. À vous de me dire qui va gagner. Allez, Nouvelle-Zélande, Namibie. Nouvelle-Zélande. Samoa, Chili. Samoa. Wales, Portugal. Wales, oui, les pauvres. Irlande, Tonga. Irlande, mais j'attends de voir et j'aimerais bien que les Tonga en pètent un ou deux. C'est pas gentil. Hein. Afrique du Sud, Roumanie. J'ai que des faciles, moi, Afrique du Sud. Australie, Fidji. Ah. Allez, moi, je vais mettre une pièce sur les Fidji. Ouais. Angleterre, Japon. Allez, moi, je vais mettre une pièce sur le Japon. Yes. Et bien sûr, on a France-Uruguay. Allez, si vous avez écouté notre preview de poule 1, vous savez que Uruguay, ils ont un très bon numéro 9. C'est le Antoine Dupont de Uruguay. Il s'appelle Santiago Arata. Difficile à plaquer. Il aime passer le ballon. Il est très, très doué en défense aussi. Ils ont pas mal de personnes aussi qui jouent en France. Donc, il faut regarder pour Perichez de Dax et Lindecar qui joue deuxième ligne à Bayonne. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui jouent en Pro D2. Il y a aussi le troisième ligne assez petit. Il est 1m76 pour 88 kg. Donc, j'ai envie de voir ce jeune homme apparemment sur les replays que j'ai vus. Il court vite et il plaque dur. Donc, j'aime bien les personnes comme ça. Et aussi, un autre truc qui est bien pour Fidji, par exemple, il y a beaucoup de joueurs qui jouent ensemble. Tous les autres joueurs qui ne jouent pas, on va dire, en Europe, ils jouent tous sur la même équipe qui a gagné le Superliga de Amérique du Sud. Donc, il y a quand même une équipe talentueuse en face. Oui, en théorie, ça fait partie des équipes qui se font quand même marcher dessus par le top 10 mondial. Donc, il ne devrait pas y avoir de suspense sur le score à l'arrivée. Maintenant, au rugby, il faut toujours faire attention. C'est 15 contre 15. L'excès de confiance n'est jamais bon conseiller. Quand il y a un tel écart, en général, on rattrape le coup à la fin quand on s'est loupé au début. Enfin, ce serait quand même un séisme effrayant si les Français perdaient contre l'Uruguay. Ouais, et ce qui est bien, je trouve qu'avec maintenant quand même un peu plus d'égalité entre toutes les équipes, et ça fait parce que tu vas reposer qui en fait sur l'équipe de France. On n'a pas encore la vraie composition de la 15 de France, mais voici ce qu'ils ont dit le Figaro. En 15, Jaminet, après Biel Biari, avec Vincent et Moefena en centre, Villiers aussi à l'aile, Astois et Loukou pour le charnière. Les troisièmes lignes, c'est Jelance, Macalou, Boudéon. Oh, j'arrive pas avec ce nom. Les deuxièmes lignes, Toé Fifenois avec Woki, Adedgari, Bougarit et Gros. Mais je vois que sur une composition qui est quand même difficile pour un non-native tu t'en sors très bien. Tu t'en sors incroyablement. Ouais. Et franchement, tu arrives à dire maintenant Tao Fifenua du premier coup. Et là, je te dis chapeau Thierry. 4 je ans. dis même casquette. 4 ans, les gars.
Ouais, moi juste mon petit mot pour ce match qui vient, mais il y a la France a longtemps été cette équipe de contre-coup, qui savait dans la peur se ressaisir pour faire des bons matchs, mais qui en contrepartie pouvait perdre des matchs après une belle prestation parce que l'envie redescendait. Là, on n'y est plus du tout. Cette équipe est une équipe gagnante, une équipe qui a de quoi faire tourner. Et je pense que ceux qui vont jouer contre l'Uruguay auront à cœur de prouver qu'ils peuvent jouer éventuellement un quart de finale ou quoi, et je pense que ça va être sanglant, que la France ne va pas se reposer sur ses lauriers, et que ça va être un très beau match à voir, et que j'ai hâte de voir Macalou en Coupe du Monde. Oui, puis c'est un match à distance malgré tout avec les Irlandais et les Sud-Africains qui ont des matchs faciles dans leur poule. Les Irlandais ont commencé à la British, ils ont mis 80 grains en roumain. Faut pas qu'on commence à gagner 32-26 contre les Uruguayens. Faut les passer à la lessiveuse, on est désolé pour eux, on les adore, mais il faut qu'ils prennent cher là. Ah ouais, je pense ils vont prendre. Mais de toute façon, la France, ça y est, c'est devenu une équipe de gagnants et tout. Et d'ailleurs, à propos de cette prédiction que j'ai faite sur la victoire contre la Nouvelle-Zélande, je me gargarise de ce nouveau statut de devin sportif. Et je vois la France championne du monde. Et figurez-vous que si elle l'est, je suis prêt à me jeter dans la Seine. Et que si elle l'est, et que Macalou joue la finale, je me jette dans la Seine en slip rose. En hommage à Macalou. Le pari est pris. On espère de voir ça. Donc vous retrouvez votre pote du pack en ce mercredi pour attendre le match de demain qui nous fait retrouver cette Coupe du Monde qu'on a attendue impatiemment. Et ces 3 jours, j'imagine, sans match ont été durs pour vous, mais pour la prochaine fois qu'il y aura un petit break comme ça, moi je ne peux que vous conseiller. Il y a eu un docu sur Canal assez beau en fait sur Antoine Dupont et du Runner, sur son ascension, un peu sur comment il est arrivé capitaine. C'est très beau, c'est un garçon, en plus d'être un futur champion, déjà champion. En plus d'être brillant sportivement, c'est quelqu'un de très humain et vous le découvrez dans ce reportage que je vous conseille vivement. Et pour ceux qui n'ont pas Canal et ne veulent pas télécharger légalement, c'est des gens bien, il y a aussi sur Internet gratuitement une banque soutien du rugby qui nous propose terrain favorable, encore une fois, la saison 4 cette fois-ci. C'est toujours sur les valeurs du rugby et c'est toujours avec des gens qu'on adore revoir, Thierry Dussautoir, Johnny Wilkinson, Colissi, Yamako, qu'on n'aimait pas voir sur un terrain mais qu'on aime bien voir maintenant. Voilà, je vous le conseille, c'est beau, c'est très rugby et ça fait patienter jusqu'au prochain match quand il n'y en aura plus. J'aime quand Charlie soutient les multinationales de la finance. Allez voir Babylone. Moi, j'ai un petit coucou à faire à nos amis de la Plombée. La Plombée Rugby, c'est un jeu d'intérieur de pétanque. Vous connaissez ce jeu qui est peut-être le plus démocratique du monde. Il suffit de quelques boules à lancer près d'une boule plus petite qui amuse les gens du monde entier. Eh bien, ce jeu, messieurs, dames, est français. C'est ça la France. Il aurait peut-être dû avoir ça à la cérémonie d'ouverture, un peu de pétanque. C'est ce qui manquait. En tout cas, la Plombée, c'est ce jeu, mais fait pour y jouer dans des locaux, dans des bureaux. Donc, évidemment, c'est doux. Et c'est sur un terrain de rugby, il faut se rapprocher de l'embut et non pas d'un cochonnet. Regardez la Plombée Rugby et si ça vous amuse, jouez-y en entreprise, vous ferez des heureux. Et nous, on est très contents d'être potes avec les gens de la Plombée. Et moi, je vous dis, nos chers écouteurs, n'oubliez pas qu'on a un petit groupe de fantasy sur le site de World Cup, en fait. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous faire un petit texte. Vous cherchez Pack de potes, en fait, sur le fantasy. Moi, je suis 2e, pour l'instant. Je suis assez content. Je ne comprends pas trop bien comment ça fonctionne. Pour l'instant, j'ai mis des joueurs. Il y a des points qui suivent. Devant moi, il y a Chucky Noff. Je pense que ça devrait être un demi-mêlée. Et Marat, qui est numéro 3. Mais voilà, merci de nous rejoindre. C'est le password. C'est C128XFBJ. Dernière chose, les gars, déjà en vrai, j'ai oublié comment vous êtes grand. C'est dingue, je suis 1m87, mais face à vous, je suis un tout petit. Vous êtes une tête de plus grand que moi. Mais une chose qui est plus grande que ça, c'est mon amour pour vous. Ça fait 4 ans quand même qu'on fait ce podcast. 4 ans quand je suis venu enfin à Paris pour vous proposer cette idée. Et je suis vraiment content parce que là, on est ensemble, together. Et en fait, ce qui est superbe, c'est que je trouve que notre amitié est de plus en plus fort, plus en plus remplie. Et j'adore ce moment avec vous. Merci beaucoup, mes potes. Ces Américains sont fantastiques. Et nous aussi, Thierry, c'est un honneur de partager ces moments avec toi. Et je pense que si un jour tu retournes vivre aux États-Unis, tu pourrais être le monsieur rugby des US, peut-être un peu grâce à nous. Il faut dire que là-bas, il n'y a pas beaucoup de concurrence dans ce domaine, mais tu es le plus rugby des Américains et c'est pour ça qu'on t'adore. Moi, je peux pas te répondre là tout de suite, je suis encore un peu ému. Allez tout le monde, ciao, à la semaine prochaine. Salut, à plus. Salut.